La raison principale pour laquelle je veux parler plus de neurodivergence sur mon YouTube et dans mes médias sociaux, c'est oui, côté sensibilisation et éducation, mais aussi pour éviter qu'une personne réalise qu'elle vit avec un TDAH ou l'autisme à 40 ans, comme ça m'est arrivé. Pas que c'est dramatique, mais tu sais, savoir plus tôt, tu peux tellement mettre plus de structure et de soutien en place pour avoir ta vie tellement plus facile. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de TDAH justement, mais qu'est-ce que c'est? Comment on vit avec ça? Qu'est-ce que ça affecte dans nos vies pour que ceux qui vont se reconnaître puissent faire des démarches vers un professionnel de la santé pour avoir une réponse? Et ceux qui vivent avec des personnes avec un TDAH qui vont plus comprendre pourquoi il agissent comme ça, puis peut-être faire preuve d'un petit peu de compréhension, de compassion. Je suis pas médecin, je peux pas faire de diagnostic. Je suis pas neuropsy non plus, je peux pas faire de diagnostic. Le vidéo est vraiment plus pour éduquer, comprendre, faire sonner un son de cloche aux gens qui pourront ensuite aller voir un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic au besoin. Premièrement, la première fois qu'on a parlé de TDAH, c'est à peu près il y a 100 ans, et c'était surtout vu comme un manque anormal de contrôle chez l'enfant. Puis c'est juste dans les années 80 qu'on est venu avec l'appellation TDAH pour trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Sauf que aujourd'hui, en 2022, on se rend compte que le terme n'est pas du tout juste. Parce que ça met l'emphase sur le trouble. Puis un trouble, c'est quelque chose qui est... c'est une difficulté, c'est une problématique, c'est une anomalie. Et sur le fait qu'on a de la difficulté à se concentrer. Donc c'est un trouble déficitaire de l'attention. Le trouble, c'est qu'on a de la difficulté à se concentrer avec être hyperactif. Plus tard, on a vu qu'il y avait avec ou sans hyperactivité. Mais ça reste un trouble de déficit de l'attention. C'est comme la base de la problématique déficit de l'attention. Alors que c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on sait que le H est toujours là. Soit qu'il s'exprime physiquement, que t'es pas capable de rester en place, tu fidgettes tout le temps, tu gosses avec des trucs, tu t'assis tout croche. Soit que ça s'exprime mentalement, donc c'est ton cerveau qui va à 100 à l'heure, qui est pas capable de juste comme... Il y a plein d'idées qui arrivent en même temps, full anxiété, ça peut être impulsif, ça peut être un mélange des trois ou des deux, en tout cas. Ça s'exprime de différentes façons. C'est un spectre aussi. Puis quand je parle de spectre, je parle pas d'une ligne de gauche à droite, de plus à moins, mais c'est un cercle qui comporte plusieurs sphères et nos besoins de soutien et nos difficultés sont différents dans chacune des sphères. Fait que chaque personne avec un TDAH est différent. Aussi, puisque le terme TDAH est pas juste de ce que c'est exactement, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'en avoir un autre terme. Puis j'ai réfléchi, puis je me suis basé sur le terme de l'autisme qui a été créé à partir de deux mots grecs. Autos, qui veut dire self ou soi-même, et isme, qui est un état d'être. Donc autisme, c'est un état d'être soi-même, ce qui est vraiment super cool, je trouve, qui est très très juste aussi avec ce que c'est l'autisme. Mais je me suis dit, crime, on va faire la même chose avec le TDAH. On va prendre une des plus belles qualités d'une personne avec un TDAH, aller chercher le mot grec et rajouter isme à côté. J'ai choisi la curiosité. Donc, curiosité en grec, c'est periergos. Donc, j'en suis venu avec le terme périérisme pour remplacer le TDAH. Je trouve que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus positif. Donc, au courant de la vidéo, je vais utiliser et le TDAH et périérisme pour décrire l'état, finalement. Ça se peut que des fois je regarde des notes, j'ai comme 16 pages de notes là-dessus parce que c'est pas juste un déficit de l'attention. Donc, depuis des années, le TDAH a été vu comme un trouble de déficit d'attention et une hyperactivité. Donc, pas capable de se concentrer, pas capable d'être resté en place, être turbulent comme enfant. Sauf que ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ces deux traits-là
sont en fait des symptômes causés par une particularité du cerveau. Puis c'est une partie du cerveau, une particularité du cerveau qui affecte énormément d'autres sphères que juste pas être capable de rester en place et avoir de la difficulté à se concentrer. On ne sait pas ce qui cause le TDAH. On sait que c'est de naissance. Ça se développe quand le fœtus est dans l'utérus. Ce n'est pas quelque chose qui s'attrape, c'est pas une maladie. Donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de symptômes de TDAH, parce que c'est pas une maladie. C'est juste un cerveau différent, littéralement un cerveau différent. Tu sais, quand on regarde un cerveau, là, biologiquement parlant, c'est une grosse masse, mais techniquement, c'est plein de petites parties qui régissent plein de petites choses différentes. Donc, c'est vraiment le cerveau qui est différent, qui est fait d'une façon X, qui va faire en sorte qu'une personne va être périériste. La partie la plus touchée, c'est pas la seule partie touchée, comme je dis, j'ai juste fait une recherche, là, je suis pas un expert là-dedans, c'est le lobe frontal, donc ici. Puis le lobe frontal, ça régit plusieurs trucs dans le corps. Je vais vous les nommer et vous allez comprendre pourquoi avoir un TDAH affecte énormément de sphères de notre vie, de nos comportements, de nos pensées, etc. Donc le lobe frontal, ça aide les gens à s'organiser, à planifier, à prêter attention à quelque chose et à prendre des décisions. Ça aide aussi dans la résolution de problèmes, dans la mémoire, dans la motivation, dans les comportements sociaux et le fait de passer d'une tâche à l'autre. Aussi, dans la perception du temps. Vite, dans le cerveau, il y a des neurones qui transmettent des signaux d'une place à l'autre du cerveau. Un groupe de neurones, ça s'appelle un réseau. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout ça, c'est juste pour donner un contexte. Les chercheurs ont trouvé qu'il y a des réseaux importants, donc des groupes de neurones importants, qui fonctionnent différemment chez une personne qui a un TDAH. Puis ces réseaux-là sont impliqués dans la récompense, dans le focus, la planification, l'attention et le mouvement. Fait que juste avec ce que j'ai dit là, on comprend que c'est pas juste une question de déficit d'attention ou de pas être capable de rester en place. Ça joue sur beaucoup de choses qui n'ont pas juste un impact dans l'étude, le travail, mais aussi dans tout le quotidien d'une personne avec un TDAH. Pour transmettre les messages, les neurones utilisent des neurotransmetteurs. Et de neurotransmetteurs ou hormones, en tout cas, comme je dis, je ne m'y connais pas énormément. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la dopamine est énormément affectée par un cerveau avec un TDAH, ainsi que, là je vais le lire parce que c'est un peu long comme mot, norépinéphrine, qui est une hormone du stress qui agit un petit peu comme l'adrénaline, et qui est aussi affectée. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le cerveau d'une personne avec un TDAH est anatomiquement différent, visuellement, en guillemets, différent, qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Donc il ne faudrait jamais comparer une personne avec un TDAH avec une personne qui n'en a pas. C'est impossible, c'est deux cerveaux différents. Vous allez me dire, ouais, mais tous les cerveaux sont différents, tout le monde est différent. Oui, tout le monde est différent dans sa personnalité, dans sa façon de voir les choses, etc., etc. Mais là, on parle vraiment d'un cerveau qui est anatomiquement différent. T'sais, si moi j'ai un bras qui est vraiment anatomiquement différent du tien, je peux pas faire la même chose avec mon bras que toi tu vas pouvoir faire avec le tien. C'est la même chose, à peu près. Donc, on embarque dans les traits. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça touche? Avoir un TDAH. Premièrement, être dans la lune, zoning out, daydreaming. Le fait qu'on perd la concentration. Okay. Tu parles à quelqu'un, tu es dans un meeting, puis à un moment donné, il y a, je sais pas, soit parce que ton cerveau il a emmagasiné trop de mots, puis que le reste fait juste déborder, ou parce que le sujet devient un petit peu moins intéressant, puis ta tête part dans d'autres choses. C'est pas volontaire. Ça se fait tout seul. Puis tu reviens après 30 secondes, des fois 5 minutes, puis c'est comme « Ouh, j'en ai manqué un peu ». C'est pas parce qu'on s'en fout, c'est pas parce que c'est pas intéressant. Mais puisque, je sais pas si ça a un lien avec la dopamine, mais on a de la difficulté à rester accroché aux choses qui sont un petit peu moins intéressantes, pas super stimulants. Ça demande un effort de rester concentré, puis même des fois juste le fait de donner de l'effort à rester concentré, on est trop concentré à donner de l'effort qu'à entendre le message. Puis la chose importante, je l'ai dit, je le redis, c'est pas parce qu'on s'en fout. J'ai été critiqué souvent comme ça dans ma vie, parce que je m'en foutais. Puis j'étais comme non, je fais tellement pas exprès, je veux écouter. Mais c'est parce que c'est difficile, ça devient fatigant.
c'est juste... Des fois, je me mets à bâiller, puis c'est comme... Ça devient juste fatigant, mais je sais pas pourquoi. Puis je perds le focus, ou faut que je gosse avec des trucs, ou faut que je dessine. Quand j'étais à l'école, je dessinais dans tous mes cours. C'était ma façon de garder le focus, parce que sinon, oublie ça, j'étais incapable. Pourtant, ça m'intéressait super gros, mais ça reste difficile. Et aussi, ça arrive d'avoir cette difficulté-là à rester concentré, même pendant l'intimité. Ça arrive que des fois, pendant que tu es intime avec quelqu'un, si c'est pas 100% super méga stimulant, ça se peut que ta tête part dans plein d'autres choses, puis que tu es en train de, puis tu es en train de penser à ta liste d'épicerie. Puis tu perds un petit peu le mood. Apparemment que c'est pour ça que plusieurs personnes avec un TDAH ont tendance à être dans les communautés kinky, parce que ça fait comme un stimulus de plus qui les permet de vraiment rester dedans. C'est intéressant. Je sais pas si c'est accurate, ce serait bien d'aller faire une recherche là-dessus, mais ça arrive. Le monologue intérieur. Tu sais, là, le meme qui dit que le cerveau d'une personne TDAH, c'est comme un browser, que t'as 40 tabs d'ouvert, il y en a 5 qui est gelé, puis tu sais pas d'où il y a la musique. C'est à peu près ça. Il y a toujours de quoi qui roule dans la tête d'une personne TDAH. Il y a tout le temps un hymne, monologue, quelqu'un qui parle de la musique qui joue, 3-4 idées en même temps. C'est comme... C'est jamais silencieux. Jamais, jamais silencieux. C'est sûr qu'à la longue, on finit par... On vit avec. Fait qu'on est capable de fonctionner, mais c'est jamais silencieux. Puis même que jusqu'à récemment, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des gens pour qui c'était silencieux. Tu peux ne penser à rien. Comment ça feel? Comment tu fais? Je peux pas, moi. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai vraiment de la misère à dormir. C'est probablement que je vais en parler plus tard, mais avoir de la difficulté à s'endormir, c'est un problème souvent récurrent chez les personnes TDAH, que ce soit à cause de l'anxiété ou juste parce que ta tête n'arrête juste pas. Moi, c'est pas de l'anxiété, je suis pas anxieux, je suis pas en train de me dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse... » Non! J'ai plein d'idées totalement stupides, du genre... Tu sais, dans le film Encanto, quand Mirabel chante la première tune du début, ok? Puis Abuela, elle fait une partie dans cette chanson-là, où est-ce qu'elle donne des pierres parce qu'ils sont en train de construire une maison, puis même elle chante. Puis à la fin de la chanson, ben, Abuela est comme, Mirabel, qu'est-ce que tu fais? Comme si elle était pas au courant de ce qu'elle était en train de faire, mais elle fait partie de la tune. Pourquoi je pense à ça à 10h le soir quand j'essaie de dormir? C'est comme, oh my god, tu sais, faut que je demande à ma copine, parle-moi. Dis-moi n'importe quoi qui est boring parce que je veux focuser sur ta voix, mais je veux pas que ça soit intéressant pour que j'aie envie d'apprendre plus puis d'interagir avec ça. Je veux juste te concentrer sur ta voix, mais dis-moi de quoi de boring. C'est difficile de dormir parce qu'il y a tout le temps de quoi qui joue dans ma tête, il y a tout le temps de quoi qui pense à des trucs vraiment comme mais pourquoi? Puis le fait qu'on a un inner monologue qui, le monologue intérieur qui ferme jamais sa trappe, puis qu'on a des fois de la difficulté aussi à rester focusé sur une conversation. C'est très fréquent chez les personnes TDAH d'interrompre les gens quand ils parlent. C'est pas de notre faute. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Vous allez trouver ça peut-être super con, mais vous allez comprendre. On parle à quelqu'un. Notre tête s'en va. Écoute ce qu'elle dit, mais il y a d'autres choses qui jouent en background. Puis à un moment donné, il y a une idée, pop! Puis dans l'espace de 1 seconde, on a une idée, on trouve ça super cool. On est en train d'oublier que la personne est en train de parler. On parle de notre idée comme si... Puis là, on se rend compte qu'on est en train d'interrompre quelqu'un. Ça nous arrive souvent. Il y en a des personnes que c'est parce qu'ils sont pas sûrs quand est-ce que c'est leur tour de parler, mais souvent c'est parce qu'on vient d'avoir une idée, on fait comme « Ouh! » Puis on veut le dire, mais on oublie momentanément, pendant 1 seconde, qu'il y a une personne qui est en train de nous parler en avant. Là. Donc oui, couper la parole, c'est un trait TDAH à cause de ça, et on s'en excuse. Nous, on trouve un truc à la maison. Ma copine est TDAH, moi aussi. Donc, quand, par exemple, je suis en train de parler, puis elle vient de penser à une idée, puis elle aimerait ça m'en parler, elle met son doigt sur le nez. Comme ça. Donc, c'est un mouvement assez weird. Fait qu'elle, elle s'en souvient que c'est parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Puis moi, je le vois, je fais comme, ok, je sais que c'est parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Tu sais, si on fait juste lever la main, on le fait tellement à l'école qu'à un moment donné, ça veut plus rien dire, puis elle va oublier son idée. Vraiment, avec le doigt sur le nez, ça marche super bien. Fait que je sais qu'elle veut dire quelque chose. Fait que je termine rapidement mon idée. Je la laisse parler, puis elle ne m'interrompt pas. Fait que ça peut être un truc pour vous, si vous voulez. J'ai parlé de la mémoire. La mémoire à court terme, ce qu'on appelle la working memory. C'est la mémoire qui sert à emmagasiner toutes les informations qui sont importantes à court terme.
Par exemple, retenir des consignes à effectuer à court terme, se souvenir de où est-ce qu'on vient juste de déposer notre cellulaire, garder le fil des conversations, se souvenir du prénom d'une personne, par exemple. La working memory est très 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 affectée chez une personne TDAH. Ce qui fait que j'ai toujours mon cellulaire avec moi. Mais je sais jamais où il est. Je comprends pas. Il est tout le temps avec moi, j'ai tout le temps proche de moi. Mais quand je veux utiliser mon cellulaire, je ne sais jamais où il est. La phrase que je dis le plus dans une journée, c'est « Il est où mon sel? » Mais, si tu me demandes où la pince à sourcils que j'ai pas vue pendant 3 mois, je vais pouvoir te dire qu'elle est dans la petite boîte blanche sur ma table de nuit, celle à côté du gros meuble, où est-ce qu'il y a telle chose dessus. Parce que ça fait pas partie de la working memory. Mais où est-ce que je viens juste de poser mon sel? Who knows? Je l'ai mis là, puis tout de suite ça fait comme pouf, c'est parti. Ça arrive souvent, je retiens difficilement les noms. Aussi, à cause de ça, ouais, voilà. Working memory. Donc toutes les informations à retenir tout de suite, on a très de la difficulté à ce que ça reste là. Fait que c'est clairement un problématique quand on est à l'école. Un petit truc pour vous, si vous avez un TDAH, quand vous revenez d'un cours, enseignez le cours à quelqu'un ou à quelque chose. On s'en fout si c'est vivant ou pas. L'important, c'est juste que vous redites le cours. Si vous refaites le cours à votre ours en peluche, ça va vous aider à prendre l'information de la working memory et la mettre dans la memory echo à long terme. Essayez ça. Une autre chose qui arrive souvent avec les personnes TDAH. Je suis dans mon salon, je me dis « Ah, je vais aller faire telle chose, il faut que j'aille dans ma chambre. » Le 10 secondes que ça prend pour aller du salon à ma chambre, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais. Là, je suis dans le cadre de pas, figé, à essayer de refaire le train of thought de tout ce qui s'est passé pour me souvenir de qu'est-ce que je suis venu faire. Il y a un meme qui dit que c'est parce qu'on est tous des Sims puis que la personne qui joue avec nous autres a annulé l'action. Je trouve ça très drôle. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive aussi beaucoup parce que c'est de la working memory. Mais il y a une chose aussi qui c'est important de dire, puis ça aussi c'est quelque chose que j'ai critiqué énormément pour dans ma vie. Oubliez, là, on fait pas exprès. Genre, de un, on veut pas oublier. Puis de deux, il y a absolument rien qu'on peut faire pour éviter d'oublier. Même si on met plein de trucs en place. Il y a du monde qui ont dit par exemple que, mettons que, comme tantôt, j'oublie tout le temps où est-ce que je mets mon sel. Mais si je le dis à voix haute, je mets mon sel sur la table. Ça aide à m'en souvenir. C'est vrai que ça aide. Mais si mon cerveau il décide que, non, c'est pas important ça, poubelle, il n'y a absolument rien que je peux faire contre ça. Soyez patient et faites preuve de compassion envers les gens qui oublient comme ça. C'est pas de notre faute, puis ça nous fait chier autant que vous autres, sinon plus. C'est littéralement quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. C'est notre cerveau qui fait comme « Oh! Une information que je suis sûr que c'est pas utile, je vais l'acheter. » Peut-être que oui, des fois, on va faire comme « Crème, il me semble que j'ai oublié de quoi. » Fait qu'on va peut-être penser à aller rechercher dans notre poubelle interne pour trouver le papier. Mais si on s'en souvient pas, qu'on a oublié quelque chose, il n'y a aucune façon qu'on s'en souvienne, justement. Chez les personnes périéristes, il y a quelque chose qui s'appelle « out of sight, out of mind », ce qui est en dehors des yeux, en dehors de la pensée. Ce qui veut dire que si c'est pas directement dans notre face, ça se peut très bien que ça aille à la poubelle interne. C'est une des raisons, si c'est pas la raison, pour laquelle les personnes TDAH sont chaotiques, sont traîneux. Tout est partout, all the time. Parce que si c'est serré, si c'est rangé d'une façon que je ne le vois pas, ça n'existe plus. Quand je dis ça n'existe plus, ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'on l'a oublié, c'est que ça n'existe plus. Jusqu'à temps qu'on le revoie. Puis qu'on fasse comme « Right! C'est vrai, je voulais faire ça. » Depuis octobre dernier, près de chez moi, il y a une nouvelle friperie. J'aime beaucoup les friperies. Alors je me suis dit « Ah oui, j'aimerais ça aller voir ça. » À toutes les fois que je passe devant, parce que je passe devant à toutes les fois que je vais travailler, je passe devant « Ah oui, c'est vrai, à la friperie, j'aimerais ça aller la voir. » On est presque en juin 2002, je ne suis pas encore allé. Parce que tant que je passe devant « Right, je veux aller la voir. » Ça n'existe plus. Fait que je pense jamais. J'oublie toujours d'aller voir cette fucking friperie-là. Désolé pour le mot. Parce que ça part. Ça n'existe plus. Ça n'existe juste plus. À moins que quelqu'un me parle de friperie. Puis encore là.
Mais si la personne me parle de cette friperie-là, je vais faire comme oui, c'est vrai, je voulais aller la voir. Mais si on me parle, mettons, tu es allé au village des valeurs, oui, je suis allé au village des valeurs, je passerai pas à l'autre friperie. Ça existe plus. Puis c'est comme ça pour les gens aussi. Tu sais, des fois, je suis dans des groupes Facebook, puis il y a quelqu'un qui vient me parler en DM, ah, on parle un petit peu pendant la journée. Puis là, je vais me coucher. La personne n'existe plus. Fait que si elle vient pas me reparler, je ne lui reparlerai pas. Pas parce que j'ai pas envie, parce qu'elle n'existe plus. J'ai oublié qu'elle existait, carrément. J'ai oublié que j'y parlais. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas le genre de personne qui va texter en premier. Autre chose dans laquelle je me suis fait vraiment critiquer, puis avoir su que j'avais un TDAH, ben crème, j'aurais pu l'expliquer. Parce que je me faisais dire que j'étais pas un bon ami, parce que je prenais jamais des nouvelles. J'oublie. J'oublie que les gens existent. Même ceux qui sont proches de moi. Ma vie est tellement... est remplie, est occupée, ma tête arrête pas jamais, c'est... J'oublie que les personnes existent s'ils sont pas dans ma face. C'est plate, mais ça arrive. Puis plusieurs personnes TDAH sont comme ça. Puis c'est ça, on est au courant. C'est pas facile. Mais, tu sais, bear with us en bon français. J'ai plusieurs projets dans mon agenda, dans mon bullet journal. Et même si je sais que je les ferai pas tout de suite parce que j'ai pas l'occasion, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses qui sont en priorité, il faut quand même que je les mette dans ma to-do list. Il faut quand même que je les garde dans mon à faire ce mois-ci. Parce que si je les écris pas, ils vont être oubliés à jamais. Fait que ma to-do list est toujours remplie de choses que je sais que peut-être je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Ou je sais que je ne le ferai pas. Faire ce vidéo-là est dans ma to-do list depuis une semaine. Je le sais que je le fais pas depuis une semaine, je le sais que je vais le faire en fin de semaine. Mais il faut que je le mette, parce que sinon, quand je vais refaire chaque jour ma to-do list, il sera pas là si je le mets pas à tous les jours. J'ai des alarmes sur mon cellulaire, vous sauriez, j'en ai 10. Je dois avoir entre 10 et 15 alarmes dans mon cellulaire. Oui, une! Pour me réveiller le matin. J'en ai pas besoin de 25 pour me réveiller, j'en ai besoin de une. Mais j'en ai aussi besoin de une pour me préparer à me coucher, une pour me dire, hey, t'as un rendez-vous qui s'en vient. J'en ai besoin de une pour juste me dire, comme, si maintenant j'ai un rendez-vous, si j'ai quelque chose qu'il faut que je fasse. Un des pires mensonges qu'une personne TDAH se dit, c'est, je vais m'en souvenir. Non, on s'en souvient pas. Faites comme moi, arrêtez de vous dire ça. Si vous faites dire quelque chose, vous avez quelque chose à faire, ou faut, mettez-vous une alarme. Arrêtez de vous fier sur votre cerveau. Vous allez l'oublier, c'est clair. Mettez-vous une alarme. Et je me mets des alarmes. J'ai 10 alarmes pour tout. J'ai une alarme à 6h le soir pour regarder mon agenda parce qu'il y a des fois, il y a des choses que c'est pour le soir, pas juste pour la journée. J'ai une alarme à 6h pour me dire regarde ton agenda. J'ai une alarme à 6h05 pour me dire non, arrête de niaiser, regarde ton agenda parce que je le sais que je vais le dismiss. Parce que je sais que quand je vais regarder mon alarme, je vais dire non, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai rien à regarder pour aujourd'hui, pour cette soirée-là. J'ai une autre alarme 5 minutes après pour me dire non, regarde ton bullet journal. Je suis sur le bord d'en mettre une troisième pour me dire t'as quelque chose pour ce soir, regarde, parce que celle-là aussi, je la dismiss, je n'apprends pas. Tu sais, le meme des 40 tables ouvertes dans notre tête, ben, c'est aussi vrai en vrai. Parce que moi, si j'ai pas 40 tables d'ouvertes, en tout cas, j'ai énormément de tables d'ouvertes sur mon browser parce que si par exemple, je suis en train de lire sur la dépression, je suis en train de suivre un cours, si je me dis ben là, faut que je m'en aille, faut que j'aille souper, je vais pas le fermer. Parce que si je le ferme, ça va être perdu à jamais et je vais jamais apprendre sur la dépression au finir mon cours. Parce que ça va partir de ma tête, ça va s'en aller dans la poubelle mentale et je ne lui reviendrai plus jamais. Alors, il faut que je laisse ouvert si je veux me souvenir que je suis en train de faire ça. Sauf que ça fait en sorte que j'ai 40 tables d'ouvert. Mais récemment, j'ai appris que tu peux faire des groupes de tables, which is awesome. Donc, j'ai énormément de courriels, un pour plusieurs trucs différents. Donc, au lieu d'avoir 5 tables, que c'est juste des Gmail, parce que c'est sûr que si je ferme mes Gmail, je ne passerai jamais à aller voir mes courriels, ben j'ai fait un groupe de... Ça, c'est juste Gmail, fait que ça fait comme juste un table, mais ils sont toutes là. C'est vraiment génial. Si vous voulez savoir comment faire, je pense que c'est juste... Je pense que c'est comme tu pèses sur Shift, puis tu sélectionnes les tables, puis tu right-click, tu fais groupe, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment utile. Une autre chose qui est un trait TDAH, c'est les pensées intrusives. Les pensées intrusives, c'est des pensées qui viennent comme ça, qui sont habituellement pas confusing, mais
dérangeante. Parce qu'on sait pas d'où ça vient, cette pensée-là, puis ça peut déstabiliser. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, par exemple. Ok, moi, je suis zéro suicidaire. Mais ça m'arrive que je me promène sur le trottoir, qu'il y a une voiture qui vient en sens inverse, et que ma tête imagine la voiture qui me frappe. Pourquoi? Aucune espèce d'idée. Moi, je m'en fais pas de cas, je capable pas avec ça. Je continue à marcher. Mais c'est le genre de pensée intrusive. C'est parfois dérangeant. Voilà, c'est une pensée qui est un peu dérangeante. Puis ça, il y en a beaucoup chez les personnes TDAH, probablement avec le fait que le cerveau arrête juste pas. Fait qu'à un moment donné, ça pop ici et là. C'est pas fréquent, là. C'est une fois de temps en temps ici et là. Puis des fois, ça te fait prendre une angoisse. À un moment donné, j'attendais chez le médecin. Puis mes écouteurs, parce que moi j'écoute toujours de la musique. Il faut toujours que j'aie de la musique quand je suis pas à la maison. Puis même quand je suis à la maison parfois, je pense que ça fait en sorte que je focus sur la musique. Puis mes pensées vont pas partout. C'est très sécurisant, c'est groundant si on veut. Puis à un moment donné, j'attendais chez le médecin. Puis mes écouteurs étaient finis, les piles étaient finies. Puis je me suis mis à penser, parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la salle d'attente qui était atteint du cancer. Puis je me suis dit, hey, what if il n'y a rien après la mort? Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse au bout, là, le fait qu'il n'y ait rien après la mort. Je me suis dit, what if il n'y a absolument rien après la mort? Puis j'étais là, dans la salle d'attente, en angoisse totale, en pensant à ça. Si j'avais eu ma musique, j'aurais pas pensé à ça, j'aurais juste écouté ma musique. Il y a quelque chose qui s'appelle Auditory Processing Disorder. Ça, c'est le trait où est-ce que quelqu'un va te dire quelque chose, puis tu vas faire comme, hein, quoi? Ah oui, tantôt. Tu vas faire comme, hein? Parce que t'entends, tu comprends pas, tu demandes qu'est-ce qui se passe, mais pendant ce temps-là, ton cerveau a eu le temps de processer qu'est-ce qui s'est dit, puis là t'as compris, puis là tu réponds. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent que on comprend mal les mots aussi. Qu'il va dire quelque chose, tu vas faire comme, je sais que c'est pas ça que tu as dit, parce que ça fait aucun sens. Mais c'est ça que j'ai compris. Ça arrive aussi souvent. Dans le fond, c'est un laps de temps entre la réception de l'information, puis le décodage de l'information, puis la compréhension que le cerveau nous renvoie. C'est un laps de temps entre les deux. Souvent, quand même assez rapide, mais c'est ça. Des fois, il y en a un, puis voilà. Une personne périériste, j'en ai parlé tantôt, a de la difficulté à rester concentrée sur des trucs. Mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, qui est qu'on peut hyper focus sur des choses qui nous intéressent beaucoup, puis ça pendant des heures. Donc, ça m'était déjà arrivé, souvent, de regarder l'heure, puis il était rendu 16h, puis j'avais pas déjeuné encore, parce que j'étais pogné à faire quelque chose qui me passionne énormément. J'étais hyper focus. J'ai pas vu le temps passer. Fait que c'est comme, sans dire que c'est un ou l'autre, un et l'autre arrivent. Il y a des jeux, il y a des choses que je fais qui est vraiment comme time consuming. Je vois pas le temps passer, je suis hyper focus dessus. Puis l'hyper focus change. Des fois, je suis hyper focus sur la peinture. Fait que pendant 3 semaines, tous mes temps libres, je vais peindre. Puis après ça, je toucherai pas pendant 6 mois. Je vais hyper focus sur d'autres choses. Habituellement, j'hyper focus sur un nouveau projet. Quand j'ai une nouvelle idée de projet, on dirait que tout le reste prend le bord. C'est un petit peu aussi pour ça que quand j'étais jeune, mes parents disaient que je finissais jamais ce que j'entreprenais. Mais en fait, c'est pas vrai, je le finis juste plus tard. Parce que quand j'ai une nouvelle idée, je suis pas capable de la mettre à côté. Je suis pas capable de me dire, ah, c'est vraiment une bonne idée. Je vais la mettre dans ma to-do list puis je vais la faire après. Je suis trop déconcentré, je suis trop... I need to do it now! Fait que je le fais là. Fait que ce qui était avant reste en plan, reste pas terminé. Puis je hyper focus sur l'autre chose. Puis des fois, c'est juste le commencer. J'ai un roman, j'écris des romans, j'écris des livres, des romans. Puis il y en a un qui est en fait mon 3e roman que je veux publier. Mais quand j'ai commencé à avoir l'idée, j'ai écrit le premier paragraphe. J'ai pas retouché depuis 3 ans. Le premier paragraphe est fait, mais j'ai pas touché le livre depuis 3 ans. J'ai fait d'autres livres en attendant. Puis un autre roman, j'ai un roman que je suis en train de faire, puis un autre qui va suivre après, puis après ça le 3e. Mais il fallait que je le commence. Ah oui, ça peut être aussi sur la nourriture. Si j'aime quelque chose, je ne vais que vouloir manger ça pendant des jours. Ça aussi, c'est un trait autiste, by the way. J'ai pas focus sur un type de sucrerie, sur un type de food. Je vais manger que ça. Apparemment que les personnes avec un TDAH ont plus tendance à tomber dans le eating disorder parce qu'on va avoir tendance à manger quand on est bored. C'est aussi la raison pour laquelle une personne avec périérisme va, quand elle va trouver une bonne tune, elle va l'écouter sur repeat pendant
des heures, des jours, jusqu'à temps qu'elle soit plus capable d'entendre. Elle l'écoutera plus pendant des mois, après ça, elle va y retourner. Ah oui, c'était tellement bon cette tune-là. On a comme des moods de tunes. Puis l'hyperfocus te fait aussi parfois tomber dans un rabbit hole d'informations sur Wikipédia ou sur Internet. Tu vas vouloir aller voir c'est quoi le meilleur air fryer, puis 3 heures après, tu vas être en train de lire sur le voodoo. Comment tu t'es rendu là, ça, nul le sait, mais c'est comme un rabbit hole, c'est comme ah oui, ça. Personnellement, moi, c'est un petit peu aussi comme ça que j'apprends. Quand j'apprends quelque chose, puis qu'il y a un mot que je comprends pas, je vais aller voir c'est quoi ce mot-là. Puis à chaque fois qu'il y a un mot que je comprends pas, je vais aller voir la définition, puis je vais aller lire sur ce mot-là. Puis à un moment donné, ben, après une demi-heure, je reviens sur la première phrase que j'étais en train d'étudier, parce que j'ai parti ailleurs dans d'autres mots. Le lobe frontal est maître de ce qu'on appelle la fonction exécutive. La fonction exécutive, c'est tout ce qui a par rapport aux tâches, à la planification, à l'exécution. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel les personnes périéristes ont vraiment beaucoup de difficultés. La fonction exécutive, je connaissais même pas ça avant l'été 2021. Donc, comme j'ai dit, la fonction exécutive, ça régit plusieurs trucs dans le cerveau, dont la planification, l'organisation, la flexibilité mentale, la mémoire de travail, le contrôle et l'inhibition. Il y en a d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai noté par rapport à ça. Fait que pour une personne neurotypique, donc une personne qui ne vit pas avec un cerveau différent de ce qui est typique finalement, typique quand même qui a été décidé par l'humain, c'est pas c'est l'humain qui a décidé qu'est-ce qui était typique ou pas. Bref, une personne qui n'a pas de TDAH, pas d'autisme, pas d'autres troubles de neurodivergence, se mettre en action pour faire une tâche, c'est pas trop compliqué. Ils savent par quoi commencer, ils savent c'est quoi les étapes pour se rendre au bout, ils sont capables de départager un petit peu par quoi commencer, comment le faire, etc. S'ils se retrouvent devant un obstacle, ils savent la plupart du temps comment le contourner pour continuer. Quand je parle de tâches, ça peut être un travail, un projet, une tâche ménagère ou juste aller demander au commis où est le beurre à l'épicerie par exemple. Pour une personne périériste, la fonction exécutive est différente puis moins adaptée au monde dans lequel on est. Donc, mettre ses priorités peut être un défi parce que pour une personne avec un TDAH, toutes les tâches sont sur le même pied d'égalité. Alors que pour une personne neurotypique, elle va être capable de faire comme non, ça va en priorité, ça va en priorité, puis ça après ça descend. Mais pour une personne TDAH, c'est pas le cas. Donc, toutes les tâches vont être sur le même pied d'égalité, fait que ça se peut très bien qu'elle commence par une tâche qui aurait très bien pu être mise en dernier, mais la difficulté à mettre ses priorités. Une façon d'aider une personne périériste, c'est de l'aider à mettre ses priorités. C'est de regarder sa liste de choses à faire, puis de l'aider à déterminer par quoi elle commence, c'est quoi la deuxième, c'est quoi la troisième. Le truc, c'est que quand on n'est pas capable de décider de quoi faire, ou qu'on ne sait pas quoi y aller en priorité, ça nous paralyse. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui paralysent une personne périériste. Qu'on fait en sorte qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer, on reste pogné là, puis on a juste l'air de personnes paresseuses. Mais ça, c'en est une. Ne pas savoir par quoi commencer, ça fait en sorte qu'on commence rien. Puis tu sais, oui, c'est bien de savoir la tâche par laquelle commencer, mais des fois, à moins que ce soit une tâche qu'on a faite souvent et qu'on connaît bien, on ne saura pas par quoi commencer dans la tâche elle-même. On ne saura pas comment définir les étapes, même s'ils sont super simples pour quelqu'un qui n'a pas de TDAH. Par exemple, on va prendre un exemple très simple, puis bon, vous allez voir. Si tu demandes à quelqu'un, peux-tu laver le bol? Ben, la personne va faire comme OK, fait qu'elle va aller à la cuisine, va ouvrir l'eau, prendre le savon, blablabla. Mais pour une personne TDAH, dire peux-tu laver le bol, elle peut dire oui, ben oui, je vais le faire, mais là elle arrive puis elle fait comme je commence par quoi? Pour quelqu'un de neurotypique, ça peut être incompréhensible, mais pour une personne TDAH, c'est un vrai problème. On sait pas par où commencer. Le meilleur exemple, c'est que j'avais un étudiant avec sa mère, puis sa mère elle disait, tu sais, il est même pas capable d'aller demander de l'aide à l'épicerie. Mais des fois, pour les premières fois, en tout cas qu'on le fait, ou pour tout le temps, aller demander de l'aide à l'épicerie, on a besoin d'une phrase toute faite. C'est con, mais on a besoin d'une phrase toute faite parce qu'on sait comme pas
notre cerveau n'est pas capable de formuler une phrase nous-mêmes. Fait qu'il faut que quelqu'un nous dise, OK, on doit aller voir la personne qui est, par exemple, devant l'allée, puis dire, où est le beurre? Mais il faut qu'on se fasse dire carrément la phrase toute faite pour qu'on soit capable, après ça, d'y aller, sinon on fige. C'est comme si notre cerveau, pour une des fois, est comme blank. Blank d'étape, pas blank de voix, là, dans le sens que on est très très bon pour se taper sur la tête nous-mêmes quand on n'est pas capable de faire quelque chose ou qu'on paralyse. Mais c'est ça, donc faites preuve de, encore une fois, de patience, de compréhension et aidez-nous à déterminer les priorités, à déterminer les étapes aussi à faire et comment les faire. Ça fait tous partie de la fonction exécutive qui chez nous est, on pourrait dire, déficiente. Tu sais, par exemple, si mettons, on me demande de ramasser la cuisine, je peux arriver dans une cuisine qui est en bordel puis juste pas savoir par quoi commencer, parce que c'est comme, on dirait que tout est prioritaire. Un des trucs, c'est juste pick one, commence par quelque chose, pas grave, fais juste commencer par de quoi, puis après ça, le reste va débouler. Et ne pas savoir par quoi commencer, ni les étapes à faire pour faire quelque chose qui semble très très simple, très très facile, ça nous fait quand même vivre de l'anxiété, puis ça nous atteint beaucoup aussi, psychologiquement parlant. On se sent incompétent, on se sent moins que rien parfois, fait que c'est une autre bonne raison de faire preuve de compréhension, de patience, de compassion. Parce qu'on vit pas bien non plus avec ça. Faut aussi se souvenir que le périérisme rentre dans la catégorie de la disability. En français, il y a juste le mot handicap. C'est qu'il y a vraiment des choses qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas capable de les faire. On a besoin d'outils, de structures, de systèmes. C'est une personne qui n'est pas capable de marcher, elle a besoin de béquilles, elle a besoin d'une canne, elle a besoin d'une chaise roulante. Si on y enlève l'outil, elle ne pourra pas marcher. C'est un petit peu la même chose pour nous par rapport à tout ce qui est tâches, investissement en action, fonction exécutive et d'autres choses que j'ai parlé depuis le début. C'est des choses que si on n'a pas des structures, des outils, de l'aide, du support, on n'est pas capable de les faire. Et pour quelqu'un qui n'a pas de TDAH, ça peut être très très difficile à comprendre. Tu sais, quelqu'un qui peut pas marcher, ça va peut-être paraître visuellement ou pas, mais tu sais, on s'entend qu'il y a quelque chose qui est psychologique, quelque chose qui est dans la tête, ça paraît comme jamais. Fait que pour les personnes, souvent, c'est comme si ça n'existait pas, puis c'est un caprice. Mais c'est pas un caprice, c'est une difficulté qui peut facilement devenir une souffrance, puis qui peut avoir un gros impact sur notre estime de nous. T'sais, si mettons quelqu'un à qui il a une jambe plus courte que l'autre, puis que tout le monde lui dit que non, tes deux jambes sont parfaites, sont de la même longueur, tu devrais pas avoir de problème, puis lui il grandit toute sa vie en pensant qu'il devrait pas y avoir de problème parce qu'il se fait dire tout le temps que ses jambes sont correctes, mais clairement il y a de la difficulté, ben il va finir par penser que c'est lui le problème, alors que non, c'est vraiment parce que sa jambe était trop courte, donc il faut avoir des outils du soutien, puis il y a peut-être des choses qui ne seront jamais accessibles à lui. Puis c'est normal, mais au moins qu'on le sache, puis qu'on soit compréhensif, puis qu'on fasse comme, c'est valide. Ça joue énormément. Si vous connaissez quelqu'un qui vit avec un TDAH, souvenez-vous de tout ça. Faut arrêter de blâmer, puis de critiquer, puis ces personnes qui ont ce genre de difficultés-là, c'est pas notre faute. Ça nous fait vraiment chier, puis ça nous atteint pas mal plus que vous autres. Soit dit en passant. La flexibilité mentale, c'est la facilité à se revirer de bord sur un discours si on veut. Quand les choses fonctionnent pas nécessairement comme on veut, de se revirer et de dire « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais braver l'obstacle? » D'être flexible mentalement, quoi. Comme par exemple pour les imprévus, une personne TDAH, ça peut la faire, encore une fois, figer, ça peut tout débalancer, ce qu'elle est en train de faire, ça peut avoir des gros impacts, alors que pour une personne neurotypique, un imprévu va juste faire comme « Bon, ben coudonc, on va faire autre chose, ou on va se revirer, puis c'est pas plus grave. » Le contrôle et l'inhibition. Les personnes TDAH ont plus tendance à être impulsives, faire des achats impulsifs, de faire des décisions impulsives. Souvent, c'est à cause du focus, genre de l'hyperfocus. Tu viens d'avoir une bonne idée, tu es super hype, puis tu vas faire quelque chose sans vraiment y penser parce que tu es trop hype, par exemple. Se contrôler émotionnellement parlant, c'est aussi quelque chose que les personnes piéristes doivent vivre avec. Tu sais, les fonctions exécutives sont vues défaillantes chez les personnes TDAH, mais défaillantes selon ce que la société dicte comme étant normal. Il faut toujours se rappeler que ce qui est standard, ce qui est typique, ce qui est normal a été décidé par l'humain. Avec quelle balise, je sais pas.
mais ça fait en sorte que les personnes qui sont par exemple TDAH ou autistes ou les deux en même temps vont être vues comme différents, comme atypiques. Mais tu sais, dans une autre société où il n'y a pas ce genre de concept-là, ben, il n'y aurait pas ce genre de problème non plus. Puis les personnes autistes et TDAH n'auraient pas besoin de faire plein de choses, plein d'outils, plein de systèmes pour fonctionner parce que la société serait faite en fonction de différentes personnes. Parce qu'on fonctionne très bien dans notre univers à nous. C'est dans la vôtre univers qu'on fonctionne pas bien. Qu'il faut qu'on s'adapte, puis qu'il faut qu'on se conforme. Fait que c'est ça qui est vu comme non typique, mais alors, tu sais, je l'ai dit, une personne TDAH va paralyser souvent. Plein de petites raisons va paralyser. Puis, comme je dis, de l'extérieur, ça a l'air de quelqu'un qui est paresseux, de quelqu'un qui a pas de volonté, de quelqu'un qui veut pas, qui se laisse aller, qui procrastine. Mais à l'intérieur de nous, là, ça crie. Ça crie, qu'est-ce que tu fais? Bouge! On bouge pas. Fait on se sent encore plus incapable. C'est chiant. C'est chiant. Mais quand tu sais que c'est parce que tu as un TDAH, quand tu sais que c'est parce que ton cerveau est fait comme ça, mais au moins tu te culpabilises moins, puis tu essaies de trouver des systèmes, des structures, des outils, de l'aide, du soutien pour être capable de fonctionner puis d'être fier de toi. Il y a une paralysie qui est assez fréquente qui s'appelle le waiting paralysis. Ça veut dire que tu as un rendez-vous dans 3 heures, tu ne seras jamais capable de faire quoi que ce soit d'ici là parce que tu as un rendez-vous dans 3 heures. Je l'ai dit au début, mais le lobe frontal régit aussi la perception du temps. Donc, une personne qui a un rendez-vous dans 3 heures ne va rien vouloir commencer parce qu'elle n'aura pas le temps de finir. C'est dans 3 heures, elle peut très bien faire de quoi 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, puis elle va avoir le temps. Mais on ne sait pas vraiment ce qui va prendre 1 heure ou 2 ou 10 minutes. Puis on ne sait pas vraiment ce que ça signifie 3 heures. Fait qu'on commence rien. Puis ça, c'est assez chiant. Voilà, c'est chiant. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive aussi, la waiting paralysis. C'est moi, par exemple, dans mon bullet journal, j'ai une liste de 10 minute tasks. Donc, des tâches qui prennent à peu près 10 minutes. Fait que si, mettons, je sais que j'ai quelque chose, je suis comme, oh my god, je peux rien commencer, ben je sais que, tu sais, j'ai des tâches que je sais que ça prend 10 minutes. Des fois, dans mon bullet journal aussi, j'écris combien de temps ça prend pour faire une tâche. Comme ça, ben, je sais que il me reste 1 heure avant d'aller me coucher, ben, je sais que cette tâche-là qui prend à peu près une demi-heure parce que je l'ai déjà faite avant, puis je sais qu'elle prend à peu près une demi-heure, ben, je vais pouvoir la faire. Puis tu sais, quand je dis aussi qu'on oublie que les personnes existent, puis qu'on prend pas de nouvelles, ben, parce que le côté time blind aussi vient jouer que si on n'a pas parlé à une personne depuis 3 semaines, ben, pour nous, ça fait 2 jours. On réalise comme pas que ça fait 3 semaines, fait qu'on pense pas aller chercher, aller demander des nouvelles à quelqu'un que ça fait 2 jours qu'on a parlé, alors que ça fait 3 semaines qu'on a parlé. On a de la difficulté avec le temps. Tu me demandes, mettons, quand est-ce que tu as vécu telle chose. Si j'ai pas de balise claire dans mes souvenirs qui déterminent à peu près c'était quand, je pourrais pas te dire c'était quand c'est arrivé. J'avais quel âge? I don't know. Ça fait-tu 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je sais pas. Ça dépend si j'ai quoi pour me baser ou pas. On est time blind. Puis je pense que la différence aussi avec une personne, justement TDAH, puis une personne qui veut juste pas, c'est que nous, on veut. On veut bouger, on veut agir, on veut faire des trucs. Puis c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on veut le faire, mais ça fonctionne pas. Alors que si on voulait juste pas le faire, ben on se taperait pas sur la tête, on se culpabiliserait pas parce qu'on n'est pas capable de le faire. Et nous, on veut pas le faire, mais on veut. On n'est juste pas capable. Notre énergie fonctionne pas non plus de la même façon. Une personne qui est neurotypique, c'est comme si on allait par exemple au carnaval. Une personne neurotypique va avoir un bracelet VIP. Avec son bracelet, la personne peut faire tous les manèges. Une personne avec un TDAH a des tickets. Ce qui veut dire qu'elle a des tickets pour la grande roue, le carrousel, le monster. Fait que si elle veut aller faire un autre manège, ben elle peut pas, elle a pas le ticket. Alors qu'une personne neurotypique va pouvoir faire n'importe quel manège. Ce qui veut dire que si j'ai de l'énergie pour faire la vaisselle, ça veut pas dire que j'ai l'énergie pour sortir le chien. Si j'ai l'énergie pour aller courir 3 km, ça veut pas dire que j'ai l'énergie pour faire mon travail. Ça fonctionne pas comme ça fonctionne pas comme un bracelet VIP où on a un pool d'énergie puis on pige dedans pour faire ce qu'on a besoin de faire. C'est une énergie de la couleur d'une tâche X. Puis si on n'a pas l'énergie de ça, ça va être très difficile de le faire. On peut, mais ça va être une difficulté de plus. Ce
que je dis là, c'est pas pour se donner des excuses, pour dire ah mais tu sais j'y peux rien, j'ai un TDAH. Ça me fait un petit peu penser au sketch de Like Moi sur le TDAH, comme j'y peux rien, j'ai un TDAH. Non, c'est vraiment plus dans l'optique d'arrêter de se taper sur la tête, on est donc pas bon, on est donc incompétent. On a vraiment des problématiques. Genre, pour fonctionner dans la société typique, là, c'est difficile. Fait que, quand on sait qu'on vit avec le périérisme, il faut mettre des outils, des structures, des systèmes en place. Il faut le faire. Fait que c'est plus dans cette optique-là. T'as un problème, c'est difficile, do something about it. Il faut pas non plus se cacher derrière ça. J'y peux rien, je suis comme ça. T'es comme ça, c'est vrai. Mais tu y peux quelque chose. Avec des béquilles, avec des outils, c'est l'image. Il faut que tu ailles quelque chose pour t'aider. C'est sûr que si on t'enlève ton outil, t'es fait, t'es screwed. Tu reviens à la case départ. L'outil va pas faire en sorte que tu n'auras plus un TDAH, mais l'outil va t'aider à avancer, puis à faire plus que sans l'outil finalement. Les personnes avec un TDAH ont moins de dopamine. Je sais pas si c'est vraiment moins de dopamine ou si c'est le neurotransmetteur qui fonctionne moins bien. Il y a quelque chose qui fait en sorte que la dopamine, en tout cas, est affectée. La dopamine, c'est l'hormone des récompenses. C'est l'hormone, tu sais, quand tu finis quelque chose, c'est le sentiment de fierté qui donne envie de continuer à faire ça. Parce que t'es fier, puis, tu sais, c'est ça, la dopamine. Puis ça, on en a moins. Fait qu'on va être peut-être, par exemple, plus porté, justement, comme j'ai dit tantôt, à acheter plein de trucs, parce que c'est comme la dopamine instantanée. On va être plus tendance à manger beaucoup de sucre, parce que ça aussi, ça donne un petit peu comme la dopamine instantanée. Puis c'est aussi pour ça qu'on a de la difficulté des fois à finir nos projets, c'est parce que le trip, le côté hyper-focus, hype, la dopamine est plus basse, fait que c'est plus difficile de continuer à être motivé là-dessus. Motivation, gros problème chez les personnes avec un TDAH, à cause de ça, à cause de l'intérêt, mais aussi à cause du manque de dopamine. Tu sais, c'est comme si un nouveau projet nous donnait 100% de dopamine, puis qu'au fil du temps, ça baissait à 95, 90, 85, puis après ça, il y a un nouveau autre projet, une autre idée qui nous donne 100% de dopamine. On va aller à l'autre, parce qu'on en manque, fait qu'on cherche, on saute d'un truc à l'autre pour trouver la dopamine, genre chase dopamine, ça ressemble un petit peu à ça. For some reason, on a aussi tendance à garder beaucoup d'objets qui ne servent pas au cas. C'est un problème chez les personnes avec un TDAH, on hoard beaucoup de stock, on garde beaucoup de choses au cas qu'on va en avoir besoin. Tu sais, moi je fais toutes les années, là, je regarde ce que je me suis pas servi dans l'année, je le jette, je le donne, je le vends. C'est difficile. Mais à un moment donné, il faut le faire parce que sinon on n'aura plus de place. Puis c'est un petit peu aussi pour ça que les personnes avec TDAH ont tendance à être chaotiques. Parce qu'ils ont beaucoup de stock. Moi quand je regarde les maisons minimalistes, je les trouve belles. Je trouve que c'est tellement, ça a l'air tellement relaxant, ça a l'air tellement comme apaisant être dans une maison minimaliste. Mais je sais pas comment ils font. Genre, on dirait qu'ils ont rien. On dirait qu'ils ont pas de hobby, ils ont rien, tout est... Il y a pas assez de choses. En même temps, je trouve ça apaisant, en même temps, je trouve ça dérangeant parce que ils ont tellement pas de choses, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses. Qui servent pas, mais qui vont servir parce que c'est des projets que j'ai commencé et je veux les finir. Une personne TDAH, autant qu'elle a besoin de routine, de structure, autant qu'elle a besoin de changement. Genre que une ou deux fois par année, je vais changer le layout de mon salon, de ma chambre, mes cheveux. C'est comme, j'imagine que ça a aussi un rapport avec la dopamine, ça vient chercher un petit up qu'on trouve pas souvent. Avant, j'avais tendance aussi à changer par exemple mes sites web. Souvent, j'en finissais un, après ça c'était plus de mon goût, j'en refaisais un autre. C'est pour ça aussi que les personnes avec un TDAH sont plus propices à avoir des problèmes d'addiction à cause de la dopamine, à cause de comment ça nous fait nous sentir, puis parce que c'est difficile de l'avoir autrement. C'est sûr que c'est des exemples, puis tout le monde le vit différemment. Il y a beaucoup de personnes périéristes qui ne sont pas addictes à quoi que ce soit. C'est pour vous montrer l'ensemble de ce que ça peut toucher, en fait, le lobe frontal, les fonctions exécutives, le manque de dopamine, ça touche beaucoup de choses. Les personnes périéristes ont aussi beaucoup de problèmes avec, par exemple, manger leurs ongles, ou s'arracher la peau sur les ongles, ou se gosser après les boutons, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est par rapport à la dopamine? Je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la difficulté à contrôle de soi?
Peut-être aussi, mais c'est une autre chose qu'il doit vivre avec. Un autre trait qui peut être drôle parfois, c'est d'être facilement sidetracked. Par exemple, si moi je vais aller faire un ménage de quelque chose, puis là je prends un objet, je vais le serrer dans la bonne pièce, puis là je me rends compte qu'il y a quelque chose dans cette pièce-là qui a besoin d'une attention, je vais faire ça, après ça il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, je vais être sidetracked ou distracted par ça, puis je vais faire ça, puis 3 heures après, ben j'aurais toujours pas fini ce que j'avais commencé à faire parce que une chose a amené une autre, a amené une autre, a amené une autre, un petit peu comme le rabbit hole de Wikipédia que j'avais parlé tantôt. Ça nous arrive aussi de tomber dans un hyper-focus de ménage à 11h le soir. Puis on peut pas dormir si c'est pas fait. Puis oui, on est aveugle au temps, mais à pas mal tout ce qui est pas concret aussi. Par exemple, une personne périériste va avoir plus tendance à négliger sa santé dentaire. Oui, parce qu'on y pense pas, mais aussi parce que les impacts de ça, c'est trop flou. C'est trop loin, c'est... Ouais. Une autre chose aussi pour ça que les personnes TDAH devraient plus utiliser de l'argent cash que des cartes, ou comme moi par exemple, de faire énormément de comptes différents, puis mettre l'argent que je peux dépenser juste dans le compte chèque, parce que de l'argent dans un compte, c'est flou, fait que ça va être dépensé. Alors que quelque chose qui est genre que tu peux toucher, que tu peux voir, ben ça... Justement, tu vas le voir, donc tu vas avoir moins tendance à dépenser que si c'est dans un compte, par exemple. C'est pour ça qu'une to-do list, ça marche beaucoup, parce que tu peux voir l'effort que tu mets, tu peux voir les étapes qui se font, autre que si tu fais pas de to-do list, puis que tu avances, puis que tant que tu n'as pas terminé la tâche, tu te rends compte, tu as l'impression que tu n'as jamais rien fait, alors que dans une to-do list, tu vas voir que tu as coché, que tu en as fait. Tout ce qui est plus concret va avoir plus d'impact. Il y a un trait TDAH que moi, ça me touche pas du tout. C'est que, mais je le vois souvent dans les memes, là, une personne périériste va avoir tendance à parler beaucoup d'elle pour montrer de l'empathie, de la compassion et pour connecter avec les gens. Genre, je vais conter une histoire qui m'est arrivée dans ma famille, par exemple, puis une personne va dire « Ah oui, moi aussi », puis là, va commencer à me parler de son anecdote. Fait ça a l'air que les personnes TDAH aiment parler d'elles, alors que c'est vraiment pour elles une façon de connecter. Moi, je ne suis pas comme ça, parce qu'on m'a fait comprendre dans un plus jeune âge que ce que j'avais à dire était pas intéressant. Fait qu'à ça, ben je dis plus rien puis je parle plus. Tu sais, par exemple, si tu parles qu'il t'est arrivé quelque chose, puis la personne fait comme ah ouais, c'est cool, en tout cas moi, blablabla. Ben je me dis ok, ben j'avais pas fini mon idée, mais c'est correct, tu sais. Je dis plus rien. Fait que moi, honnêtement, c'est mon expérience. Fait que moi, je l'ai pas, celui-là, parce que ben, il m'est arrivé des choses qui font en sorte que je parle plus, puis que je parle plus de moi, finalement, dans ma tête, le monde, ça les intéresse pas. Mais beaucoup de personnes TDAH, ça les touche, puis ça les concerne, en fait. Ils parlent beaucoup d'elles, puis de leurs intérêts, pour connecter avec les gens, montrer qu'ils ont de l'empathie, de la compassion. On a tendance à procrastiner ce qui nous stresse. Même si c'est quelque chose qui prend 10 minutes. Si ça nous stresse, on va faire anything else. Je sais pas pourquoi. Probablement que c'est en lien avec l'anxiété. Les personnes périéristes ont plus tendance à être anxieux. Probablement parce que c'est la tête qui arrête pas, fait que les scénarios se multiplient. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle rejection sensitivity, qui a un rapport aussi avec l'anxiété. Ce qui veut dire que si par exemple mon boss m'envoie un message Hey, veux-tu passer à mon bureau, faut que je te dise quelque chose. Moi, automatiquement, je suis dans le trouble. Automatiquement, ça va être pour une critique, ça va être de quoi de négatif. Puis mon cerveau s'en va dans cette direction-là, puis j'ai de la misère à me concentrer. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on se parle tantôt. Non. Tu me le dis tout de suite ou tu me le dis pas? Genre, t'attends de me le dire tantôt qu'on va se parler ou tu me le dis tout de suite? Tu peux pas me dire on va se parler tantôt, je serais pas capable de me concentrer dans ma tête, j'ai fait de quoi de tout croche. La plupart du temps, c'est pas ça. Mais on a tendance à... Dès que dans une situation qu'il y a une possibilité d'être rejeté ou d'être critiqué, aussi minime soit-elle, pour nous, il n'y a pas d'autre possibilité. Fait qu'on part tout de suite avec cette idée-là, puis ça nous empêche de fonctionner jusqu'à temps qu'on se rende compte que ah non, finalement, c'était pas ça. Fait que je vous ai dit un petit peu qu'est-ce que ça pouvait ressembler dans la tête de quelqu'un qui était périériste.
puis pourquoi c'est comme ça, puis que c'est vraiment pas notre faute, puis qu'on a vraiment besoin de compréhension. Mais on fait quoi avec ça? Ben, il y a quand même beaucoup de trucs. C'est sûr que c'est à chaque personne de trouver sa méthode, son truc qui fit. Mais je peux vous en dire quelques-uns quand même qui aident à être fonctionnel et à continuer d'avancer, à être moins paralysé. Avoir un body double. Avoir quelqu'un dans la pièce avec toi, même s'il fait pas la même chose que toi, aide à ce qu'on se mobilise à faire des choses. Comme si, parce que la personne nous regarde, est avec nous, donc faut qu'on agisse. Peut-être. Par exemple, s'il y a quelqu'un à la maison, je sais qu'il y a des gens qui vont me faire full de ménage, avant ou pendant. Je sais que moi, ça m'aide d'avoir ma copine qu'on se dit « Ok, à telle heure ce soir-là, on va toutes les deux faire nos projets. » Ça motive. Comme on fonctionne beaucoup avec le cerveau, comment qui... c'est le trick, le cerveau, en fait, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui gardent leurs souliers quand ils arrivent de travailler ou de l'école pour continuer d'être productif parce que le cerveau enregistre que quand tu enlèves tes souliers, la journée est finie, donc se met en mode fini. Par exemple, si, mettons, vous voulez étudier plus, vous pouvez par exemple toujours mâcher la même saveur de gomme ou mettre la même casquette quand vous étudiez, puis que si vous voulez étudier, ben vous faites ça, comme ça va comme minder votre cerveau que ok, on est dans un mood d'étude. Ça peut être ça avec une playlist, j'ai une playlist de ménage. Quand je veux faire du ménage, ben, je mets cette playlist-là, puis ça m'encourage à faire du ménage parce que c'est toujours la même musique que j'écoute quand je fais du ménage, mais je l'écoute autrement, je l'écoute pas autrement. C'est un peu une façon de trick mon cerveau à agir. Sinon, un truc pour se mettre en action, des fois, c'est juste de se lever, c'est difficile. La première étape, c'est la plus difficile. Compte de 5 à 0, à 0, tu te lèves. Tu vas pas faire ta tâche, tu commits juste à te lever. Commit juste à la plus petite étape. Tu commits à te lever. Ensuite, une fois que tu es levé, ben, tu commits à faire un pas en avant vers whatever que tu as besoin de faire. Une fois que ce pas-là est fait, tu commits à faire l'autre. Commit juste à la plus petite étape. Tu veux lire un texte, dis-toi juste que tu vas lire la première phrase. Est-ce que tu as l'énergie de lire la deuxième? Oui, t'as lu. Sinon, tu fais autre chose. Fais juste commit à moins. Ça va avoir l'air moins gros, ça va être moins overwhelming, ça va être moins épeurant. Donc, tu vas plus avoir tendance à vouloir le faire si tu commit à faire juste la plus petite étape possible. Puis après ça, tu fais l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Au lieu de dire, oh my god, faut que je lise 3 pages. Non, lis juste la première phrase. That's it. Lire la première phrase, c'est des fois 15 secondes, c'est facile, tu sais que tu peux le faire. Puis après ça, ben, une fois que c'est commencé, ben, c'est plus facile de continuer. À chacun à trouver ses trucs, mais il y en a. Fait que ça explique un petit peu qu'est-ce que c'est de vivre avec un TDAH. Mais tu sais, une personne TDAH, une personne qui est curieuse, c'est une personne qui est easily distracted parce que il y a un bruit. Oh, c'est quoi? Elle veut toujours savoir c'est quoi. Elle s'en va dans un loophole de Wikipédia parce qu'elle veut en savoir plus. Elle est hyper focus sur quoi parce que c'est intéressant. Fait que la curiosité, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça qui drive une personne périériste. D'où pourquoi j'ai pris la curiosité pour créer le mot. Donc ça vous en dit un petit peu plus c'est quoi. Si vous reconnaissez, allez voir un professionnel. T'sais, vous pouvez aller voir un psychologue au privé. Il y a des psychologues au privé qui peuvent donner le diagnostic de TDAH sans avoir à payer le 1500 de neuropsy en 3 sessions qui finalement va dire non, t'as pas de TDAH parce que tu fonctionnes bien. Mais peut-être qu'on fonctionne bien parce que depuis 40 ans qu'on met des structures et des outils pour être capable de fonctionner. Tu sais, si moi je fais un test pour le TDAH puis qu'on me dit est-ce que tu perds souvent tes clés? Non. Je perds jamais mes clés. Ils sont attachés à mes jeans. Je les ai littéralement attachés à mes jeans. Of course, je les perds pas. Mais j'ai fait de quoi pour faire en fonction que je les perds pas, ils sont attachés. Fait que tu sais, c'est des genres de questions que c'est pas nécessairement ça qui va dire si tu as un TDAH ou non. Ce qui va dire si tu as un TDAH ou non, c'est oui les traits, mais pourquoi ils sont là et depuis quand? Les traits doivent être là depuis toujours. À différents niveaux, évidemment, ça change quand tu grandis, quand tu vieillis. Mais le TDAH, tu nais avec. Donc les traits sont là depuis toujours. Puis la raison pour laquelle tu fais pas quelque chose, c'est à cause de la fonction exécutive. C'est pas à cause que, je sais pas moi, t'es trop fatigué, t'es en dépression, t'es ci pis t'es ça. C'est à cause de la fonction exécutive. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît pour un diagnostic. Parce que c'est pas juste une question de trait. C'est une question de depuis quand puis de pourquoi. Mais si ça vous dit quelque chose, allez voir. Puis pour les personnes qui ont des personnes TDAH dans leur entourage, maintenant vous connaissez un petit peu plus c'est quoi, puis c'est quoi, avec quoi ils vivent. Puis oui, c'est souffrant. C'est difficile de vivre tout le temps en se pensant incompétent, inadéquat, not good enough.
Puis à un moment donné, ben, on perd la motivation de tout quand on pense que ça donne rien de toute façon parce qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on est poche. Fait on a besoin beaucoup de soutien d'entourage, de compréhension, de... On va trouver une façon, c'est pas grave, je comprends que c'est difficile, mais viens avec moi, tu sais. Fait que si ça vous rejoint et si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-le moi en commentaire, on va en jaser. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris peut-être? Il y a des choses que vous saviez pas que ça faisait partie du TDAH. Mais jasez-moi ça, j'ai envie de vous entendre, puis ben, on se revoit la semaine prochaine.